Bonjour Guillaume Petit, bienvenue. Vous êtes directeur du département Corporate Réputation et expert RSE, je le disais, chez Ipsos France. On va détailler avec vous une étude, plusieurs études même, mais notamment une étude internationale menée dans 30 pays auprès de combien de personnes d'ailleurs? C'était quoi la méthode de cette étude? Alors effectivement, comme vous le dites, on a plusieurs études. On est un groupe international, donc ce qui nous permet d'avoir vraiment une couverture géographique assez énorme. On a notamment un observatoire du changement climatique que l'on mène pour EDF depuis 3 ans, qui est réalisé dans 30 pays sur plus de 20 000 personnes, donc c'est 500 à 1000 personnes à chaque fois, dans les pays les plus émetteurs de carbone, et qui permet de suivre les évolutions et les changements des mentalités, des perceptions vis-à-vis du changement climatique, des comportements, enfin vraiment d'avoir un suivi très opérationnel. Ouais. C'est ce qu'on appelle en anglais le Global Advisor Earth Day. C'est la même chose ou c'est encore une autre étude? Alors c'est encore une autre étude. On fait plein d'études. C'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qu'il faut suivre. Donc on a plusieurs études à ce sujet-là. À qui et à quoi ça sert, en quelque sorte? Qui utilise les résultats de ces études au-delà de ce que nous, médias, permettent de la compréhension chez vos clients, dans les États, dans les ministères? À qui, à quoi ça sert? Mais écoutez, j'espère que ça sert au plus de monde possible, en tout cas à tous les acteurs de la transition énergétique, donc à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. L'étude EDF, encore une fois, celle-ci, elle est en open data. Et ils ont créé un site internet pour mettre à disposition les données. Donc les chercheurs, le monde académique peut également s'emparer. Le but étant, encore une fois, de comprendre les comportements, les perceptions pour pouvoir les changer, parce qu'il y a un gros travail à faire. On va sans doute en parler sur les changements de perception vis-à-vis du changement climatique. Évidemment, quelle perception? Alors, il y a plusieurs grands thèmes dans cette étude, notamment la perception de l'engagement des gouvernements ou des entreprises. Qu'est-ce qui ressort sur ce thème-là? Est-ce qu'il y a une forme de déception, d'attente? Comment ça se passe? Alors, deux choses. Déjà, en termes de sentiments par rapport au changement climatique, quand on leur pose une liste d'adjectifs qui peut caractériser leur perception, exactement. Il y en a beaucoup qui se disent inquiets, démoralisés, donc 70%, plus de 70% inquiets. Ouais, on parle d'éco-anxiété, notamment. Exactement, d'éco-anxiété. Et malheureusement, il y en a très peu qui se sentent engagés ou combatifs, c'est moins de 20%. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont inquiets face à cette situation, mais qui ne savent pas quoi faire, donc qui ne savent pas comment s'engager. Parce que le deuxième point, quand on parle de changement climatique, c'est que les gens sont un peu perdus. Ils manquent d'informations sur comment, eux, ils peuvent agir vis-à-vis du changement climatique à leur échelle. Il y en a moins de 25% qui savent vraiment ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Oui, et puis c'est intéressant sur où se situe le changement climatique dans les préoccupations des citoyens dans le monde. En France, 45% des personnes interrogées déclarent s'en inquiéter régulièrement, contre 48% en moyenne dans les autres pays. Mais c'est pas forcément, et on l'a vu aussi quand on a sondé un peu les Français par rapport aux thématiques majeures de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui une thématique qui écrase tout. Enfin, il y en a deux, il y a la guerre en Ukraine et il y a le pouvoir d'achat. Donc, est-ce que vous sentez, vous, quand même, que ça a un impact, c'est le cas de le dire, sur la dégringolade des enjeux environnementaux dans les préoccupations des personnes que vous interrogez dans ces 30 pays ou plus spécifiquement en France? Alors non, il y a une vraie tendance de fond dans ce qu'on mesure depuis une dizaine d'années sur les enjeux climatiques, c'est-à-dire que c'était vraiment pas une préoccupation importante il y a 10-15 ans, et c'est devenu une préoccupation importante. Alors pas majeure, comme vous le disiez, le pouvoir d'achat écrase tout, en ce moment, la montée des prix, mais l'environnement reste une préoccupation secondaire, tout juste derrière, très importante, et c'est devenu assez structurel. On a moins cette opposition aussi entre les catégories sociales, comme on pouvait avoir fin du mois, fin du monde, les cadres versus les catégories populaires. Il y a encore des écarts, mais même dans les catégories populaires, c'est quelque chose qui est reconnu. Tout le monde perçoit, quand on le demande, le dérèglement climatique dans sa région, dans son pays. Tout le monde a cette perception-là de manière structurelle. Et l'action des gouvernements, comment elle est perçue? Alors, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, l'action des gouvernements, des entreprises. Les citoyens, ils attendent majoritairement des actions de la part des autorités publiques. Déjà, ils ne savent pas vraiment quel est l'impact des entreprises, ils ne se rendent pas compte quel est l'impact des entreprises. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne savent pas trop si les entreprises ont assez de volonté pour agir. Donc oui, il y a une demande d'action de la part des autorités publiques, un peu de coercition, de guidage,
vis-à-vis des comportements des entreprises, mais aussi des citoyens. Les citoyens, c'est pas en eux qu'ils ont le plus confiance non plus pour changer les choses. Ouais. Ils ont leurs habitudes et ils savent qu'il faut être guidé pour pouvoir les modifier. Oui, alors on va en parler des habitudes et des changements de comportement éventuels des citoyens, mais quand on leur demande spécifiquement, c'est l'une des questions qui a été posée, quels sont les secteurs responsables du changement climatique, c'est assez intéressant de voir, et là on est sur la réponse des Français, le top 3 des secteurs responsables du changement climatique, les compagnies d'énergie 75%, les fabricants de voitures ex aequo avec l'aéronautique à 73% et les transports à 70% qui sont devant le e-commerce ou la finance par exemple. Si on en vient maintenant effectivement à nos comportements. Et c'est vraiment très intéressant. Qu'avez-vous prévu de modifier dans vos comportements pour le climat ? C'est quoi la réponse globale ? Est-ce qu'il y a, vous disiez, on n'a peut-être pas forcément le sentiment de ce qu'on peut faire. Parfois, moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est « Oh, mais bon, à quoi ça sert que je trie ? De toute façon, je suis une goutte d'eau et ça ne changera rien. » Malheureusement, déjà, il y a un manque d'information, parce que justement, vous citez à bon escient le tri. C'est effectivement, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour lutter contre le changement climatique, les Français se trompent de gestes et nous citent le tri qui n'est de loin pas du tout le premier geste qui permet de limiter les émissions carbone. Ils méconnaissent l'impact du fait de consommer de la viande, par exemple, l'impact du fait d'isoler son logement, de moins utiliser le transport. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui permet d'agir le plus possible contre le réchauffement climatique. Donc eux, c'est vrai que le geste de tri, c'est inscrit dans les habitudes depuis très longtemps et c'est un peu la valeur refuge pour dire voilà, moi je fais mon job, exactement. Mais ce qu'on mesure depuis une dizaine d'années, c'est que ça ne bouge pas vraiment dans l'ensemble des comportements des Français du quotidien. Sur les mobilités quand même, est-ce que ça commence à évoluer, en tout cas dans le déclaratif ? Très peu même. Alors on a eu avec le Covid forcément moins de déplacements, moins de transports, donc les gens en ont profité pour dire oui, qu'ils utilisaient moins la voiture, moins l'avion, mais on voit que ça repart de plus belle et que les gens ne prennent pas forcément plus leur vélo. Il faut pouvoir les aider, leur dire que c'est simple, que c'est facile, les aider à changer leur comportement, mais quand on travaille à 40 minutes en voiture, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des perceptions ou des choix différents selon les générations quand même ? Alors là, c'est un autre enseignement aussi de notre grande étude là, pour EDF qui combat un peu cet a priori, c'est que les jeunes ne sont pas plus mobilisés que les plus âgés contre l'environnement. C'est ce qu'on va évoquer juste après dans notre débat sur la fast fashion et la mode. On en parlera. Et c'est même au contraire les plus âgés, ceux qui ont le plus de temps, qui sont le plus engagés en matière de comportement contre le changement climatique. Mais voilà, il faut avoir en tête que les jeunes ne sont pas tous des Greta Thunberg en puissance. Ils ont aussi des problématiques de pouvoir d'achat. C'est juste que par rapport aux autres problématiques, le système de santé, le système des retraites, ils sont moins préoccupés par ça que par l'environnement climatique. Donc par défaut, ça ressort plus nettement, mais pas plus que les plus âgés. Ouais. Et ce qu'on appelle le climato-scepticisme, est-ce que vous l'avez évalué ? Est-ce que vous le voyez évoluer ? Oui, alors on l'évalue tous les ans dans notre observatoire et on a malheureusement encore un tiers, 34% dans le monde, donc dans les 30 pays, de climato-sceptiques. Donc dans ces climato-sceptiques, il y en a qui nous disent 10%, il n'y a pas de réchauffement climatique, et il y en a un quart qui nous disent il y a un réchauffement climatique, mais il n'est pas d'origine humaine. Donc, et ça évolue peu, et même ça évolue un peu en augmentation depuis 2-3 ans. Alors que les gens se rendent compte qu'il y a du dérèglement climatique, le climato-scepticisme ne baisse pas non plus. Il est particulièrement fort dans certains pays. Arabie Saoudite, États-Unis, Norvège, Australie, donc quasiment parfois la moitié de la population est climato-sceptique. On remarquera que ce sont des pays souvent producteurs de pétrole, donc dans ces populations-là, il y a beaucoup de climato-sceptiques. En France, on est à 29% versus donc 34% en moyenne, donc à peu près dans la moyenne. La question que je me pose toujours quand je tombe sur un contenu climato-sceptique, c'est qui est derrière, quoi, qui le produit. Alors ça, c'est pas forcément votre expertise, mais ce que vous me dites, c'est que dans l'opinion,
c'est plus fort dans les pays producteurs d'énergie. Donc, est-ce que ça veut dire que les contenus viennent aussi plutôt de ces continents-là ou de ces pays-là? Pas forcément. Je pense que dans chaque pays, chaque climato-sceptique va nourrir et produire son lot de fake news qui va vivre dans cette bulle médiatique. Ouais. Est-ce qu'il y a, alors ça je crois que c'est dans l'étude Global Advisors Day, est-ce qu'il y a des pays ou des continents où le changement climatique est d'ores et déjà perçu? Vous voyez ce que je veux dire? Avec donc une prise de conscience plus forte. Oui, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays de l'hémisphère sud, où on a quasiment la totalité de la population qui nous dit oui, je ressens les effets du dérèglement climatique, mais j'ai envie de dire c'est vrai dans le reste du monde, c'est les 2/3 en Europe, en France aussi, donc tout le monde en fait ressent les effets du dérèglement climatique. Pour autant, ils vont pas forcément vouloir agir ou dire que c'est à cause des activités humaines. Et donc ça pose la question encore une fois de nos comportements. Merci Guillaume Petit, c'est justement ce dont on va parler tout de suite avec notre débat sur la mode et la surconsommation.